toujours et partout, quand une marchandise devient plus rare, elle devient plus chère. Si le travail de M. Darmanin avait contribué à rendre la drogue plus rare, elle serait plus chère. Elle ne l'est pas. Conclusion, M. Darmanin nous ment. On est le 3 janvier 2022, une nuit du réveillon qui a priori été calme puisqu'on a peu vu d'excès dans les différents médias. On ne connaît pas à l'heure actuelle, a priori, le chiffre exact des dommages, des voitures brûlées, comme c'est devenu une tradition française finalement. Est-ce qu'on sait combien de voitures ont été brûlées? On sait si cette nuit du réveillon a été calme ou non, tout simplement. Ce qui s'est passé en France la nuit du Nouvel An 2022, comme 2021, comme 2020, comme 2019 et comme toutes les autres années à peu près depuis 2005, est un phénomène unique, absolument unique dans toute l'Europe. Nulle part, ça ne se produit ailleurs qu'en France. Le lendemain, le 2 janvier, la BBC, télévision et puis site internet, etc. sont des maisons sérieuses. Comme chaque année, ils s'extasiaient, ils s'ébahissaient, ils s'ébobissaient en disant « C'est incroyable, il y a encore 900 véhicules qui ont brûlé en France. » Mais nulle part, j'insiste. Même pas, si ça se trouve, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, quittons l'Union européenne parce que c'est des gens plutôt calmes, mais nulle part ailleurs ça se produit. Alors ça, on a déjà une certitude. De même, quand on nous donne le nombre des cambriolages, le nombre des vols à main armée, le ministère de l'Intérieur, comme il devrait le faire, ne nous donne jamais la comparaison avec les pays qui nous avoisinent et qui ont une population comparable. Évidemment, on ne va pas comparer avec le Liechtenstein ou avec même la Suisse ou la Belgique, mais l'Allemagne, mais l'Angleterre, mais l'Espagne, mais l'Italie, voilà, sont des pays à peu près avec des populations comparables, sinon analogues, et on pourrait comparer, mais on ne le donne pas, parce qu'en France, tout ça est bien pire qu'ailleurs. Premier point, ce qui s'est passé au Nouvel An, comme toutes les années précédentes, c'est inouï en Europe. Deuxième point, combien de voitures ont-elles brûlé ? On ne le sait pas et on ne le saura jamais tant qu'un ministre de l'Intérieur honnête et compétent remplacera celui qu'on a à l'heure actuelle et exigera de ses services qui sortent les archives. Alors, vous comprenez que je suis ça de très près, ville par ville. Et c'est un tripatouillage absolument infect entre les statistiques de la zone police, les statistiques de la zone gendarmerie, car maintenant, l'urbanisation fait que, dans le temps, la police c'était les villes et la gendarmerie c'était les campagnes, mais il y a plein de zones périurbaines peuplées par les racailles habituelles qui sont passées sous zone gendarmerie. Donc là aussi, les voitures brûlent, car vous n'allez pas me croire, mais les deux phénomènes sont liés. C'est-à-dire jeunes de banlieue et voitures brûlées, c'est à peu près deux noms différents pour le même phénomène. Et donc là, on ne sait pas. Dans les petits villages de Lyon, du Gers et de la Creuse. Non. C'est la périphérie des villes et le centre-ville où on autorise les jeunes gens en question, car il y a peu de jeunes filles, à faire leurs exactions. C'est donc déjà ça, non mais déjà ça c'est intéressant, c'est donc pas la pauvreté forcément qui fait brûler des voitures, quoi. Non, parce qu'on sait depuis belle lurette que la vraie pauvreté c'est dans le Cantal, c'est dans la Creuse, c'est dans les Ardennes, et c'est surtout pas dans la périphérie des grandes villes, et surtout pas dans le 93, département, je l'ai déjà dit, mais la base de la pédagogie c'est la répétition. Si on ajoute la richesse souterraine, c'est-à-dire tout ce qui provient du trafic de stupéfiants, du proxénétisme, des vols de voitures, etc., à l'économie légale de Seine-Saint-Denis, on peut le faire, on doit le faire à l'échelle nationale et on peut le faire à l'échelle départementale. Si on cherche bien les chiffres, la Seine-Saint-Denis est sans doute, très certainement, le deuxième département le plus riche de l'Île-de-France, en sachant que le plus riche de tous, donc le 92, les Hauts-de-Seine, l'est de manière artificielle, riche, parce qu'il y a tous les sièges sociaux des entreprises de la défense qui déclarent à cet endroit-là. Donc, je ne sais pas, je n'ai pas les moyens techniques de retirer ce qui provient de la défense du produit intérieur
des Hauts-de-Seine, mais si on le fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une grande différence entre la Seine-Saint-Denis et les Hauts-de-Seine, en ce qui concerne la richesse réelle du département. Bref, ça n'a rien à voir avec la misère, bien entendu, ça a à voir avec l'anarchie, ça a à voir avec la volonté de s'imposer sur un territoire et de montrer qui y règne et qui le domine, en chassant des policiers à coups de mortier d'artifice, en faisant brûler les voitures ou quoi que ce soit d'autre. Alors ça, c'est le premier point. Deuxièmement, vous avez une seconde façon de tripatouiller les comptes. Quand on brûle des voitures, il y a naturellement la voiture à laquelle on a mis le feu, puis à côté, il peut y en avoir une deuxième qui brûle et une troisième qui brûle par contagion. Donc selon qu'on compte les premières ou les deuxièmes, ou pas la deuxième et pas la première, on aboutit à des chiffres très différents. Tout ce qu'on voit et tout ce qui me remonte du terrain, oublions l'année 2020, car naturellement, il y avait un couvre-feu, etc. Et ça a rendu les choses plus difficiles pour nos chères petites, nos chers petits des banlieues. Mais en 2021, c'est comme les années précédentes, à epsilon près. Quant aux arrestations, elles sont fictives les trois quarts des cas, on les arrête et ils ressortent du commissariat ou de la gendarmerie aussi vite, ou du tribunal aussi vite qu'ils en sont sortis sans dommage. Vous voyez donc que cette année, c'est comme les autres années normales, si vous voulez qu'on aille vite. Lorsqu'on est ministre, il faut vanter son action, il faut vanter son bilan. On voit quand même Gérald Darmanin qui vante son action et son bilan depuis 2-3 ans, et en vous écoutant, on a l'impression qu'il n'y a pas de quoi flamboyer, quoi. Et c'est pas uniquement en m'écoutant, il en fait tellement des tonnes qu'il a même trouvé le moyen, ce qui est difficile, de fâcher, d'irriter, d'agacer, d'horripiler des journalistes pourtant d'ordinaire bien impolis avec le ministère de l'Intérieur, parce que comme ils enquêtent plus, naturellement, il faut bien que la pâtée vienne de quelque part, et la pâtée, les informations, les données, elles viennent du service de presse du ministère de l'Intérieur. Donc d'ordinaire, ils sont très gentils avec M. Darmanin et ses prédécesseurs, depuis à peu près M. Cazeneuve qui a assujetti très habilement avec son service de presse la plupart des journalistes au ministère de l'Intérieur, mais là ça commence à craquer. Et même dans le cas de la Provence, qui là aussi est un journal, vous savez, M. Tapie, il était bien avec tout le monde, il fallait fâcher personne, et bien malgré tout, là, vous avez un article qui est paru récemment, qui est sauvage, en disant, vous allez rire, il est content de lui, n'importe quel statisticien ferait un bond de 2 mètres en lisant ses chiffres, etc. Ça commence à être assez méchant. Donc, le matraquage forcené de nouvelles faussement bonnes et de statistiques factices commence à exaspérer tout le monde. C'est en fait, ils manipulent les chiffres, ou en fait, c'est ce que vous dites? Voilà, ce que je dis, c'est que par exemple, là, ils comparent, pour simplement avoir l'air de dire, je vous ai rien dit, mais je vous dis quand même, il y a des comparaisons entre le quinquennat de Hollande, qui est fini, et puis celui de Macron, qui n'est pas fini, avec sur le Macron, pour prouver que les chiffres sont meilleurs, il y a quand même pratiquement 1 an là-dedans de confinement où les gens ne pouvaient pas sortir. Alors, naturellement, à ce prix-là, on arrive à faire du Zimbabwe l'économie la plus riche du monde. C'est du tripatouillage éhonté. C'est du tripatouillage éhonté. Et quant aux mesures que le ministère de l'Intérieur met en avant, elles sont, la plupart du temps, inopérantes. Je vais vous donner un exemple. Rodomontade de M. Darmanin. On a mis une amende. Maintenant, les gens qui traînent dans les halls d'immeubles, vous allez voir, c'est fini. Les squats, ce qui rend la vie impossible à peu près aux gens des cités HLM où ça se produit, dans les zones hors contrôle, là, dans les coupes-gorges de la République. Eh bien, on va voir ce qu'on va voir. Et puis, naturellement, tout ça, maintenant, il y a des amendes, c'est terminé. Alors, j'ai interrogé des policiers sur le terrain. Les amendes en question, elles sont purement fictives. Voilà pourquoi. Je vous jure que, naturellement, tout cela est vrai et vérifiable. Les amendes en question ne peuvent pas être données aux mineurs. Dans les squats, les gens qui occupent avec des pitbulls, etc., les halls d'immeubles, il y a rarement des septuagénaires, quoi. C'est des gens qui sont soit des ados, soit de jeunes adultes. Alors, commençons par les ados, pas moyen de leur mettre des amendes. Deuxièmement, pour qu'on puisse mettre des amendes à ceux qui ont 18 ans et plus, il faut qu'ils aient une pièce d'identité.
Si vous n'avez pas votre pièce d'identité sur vous, et il suffit de ne pas l'avoir, le policier a deux solutions. Soit il prend le gaillard en question, il le met dans le car de police, ou émeute, les autres lui tombent dessus, etc. Il faut l'amener au commissariat et faire une procédure en bonne et due forme. Soit il regarde ailleurs et dit, bon, circuler, il n'y a rien à voir. Arrive-t-il à mettre une amende à un individu? Il faut que celui-ci accepte de la recevoir. Il faut qu'il accepte. S'il dit non, c'est pas vrai, j'ai rien fait, retour à la case départ, il ne se passe rien, il part les mains dans les poches. Et en fin de compte, et c'est là le gag suprême, naturellement, de telles opérations, à supposer qu'elles marchent, elles doivent être répétitives. C'est à la 10e amende ou la 12e ou à la 15e que ça commence à faire mal. On ne peut pas en mettre plus qu'une par trimestre, par individu. Autrement, c'est du harcèlement. Voilà les mesures avec lesquelles M. Darmanin amuse la galerie et qui sont dans les faits. Les policiers, ils ont essayé pendant une semaine, ils ont dit « Ok, on arrête, naturellement, ça ne peut pas marcher. On ne peut pas prendre des mesures comme ça, sauf si elles sont sérieuses. Il faut commencer par se faire respecter. » Ce sont des gens qui ont perdu l'idée du respect de l'uniforme. C'est pas en leur donnant des sucettes en chocolat qu'on va les faire rentrer dans la norme. Donc voilà pour les chiffres. Ils sont généralement faux, ils sont truqués, ils sont tordus de manière à ne rien vouloir dire, et quant aux mesures qui sont proposées, elles sont inefficaces. Dernier point, et sans doute le plus important, le trafic de stupéfiants. Il vous dit, on va taper les points de deal, on les pilonne, on les bombarde, il y en avait 3956, chiffre absolument fictif là aussi, parce qu'il y en a sans doute le triple en réalité. Mais bon, prenons le chiffre de 3656. Maintenant, 6 mois après, dit Darmanin, dans une interview récente, il n'y en a plus que 3227. Vous voyez, on a déjà plusieurs centaines qui ont disparu. Tous les témoignages qui remontent du terrain montrent que quand les policiers font une opération coup de poing sur un point de deal, les dealers sont de retour le lendemain. Si ils ont consenti de s'arrêter pendant qu'il y avait l'opération et ils n'ont pas continué à dealer dans la rue d'à côté. Voilà, ces opérations sont purement fictives. Et pourquoi je dis fictives? Parce qu'on peut le prouver. Toutes les marchandises au monde, le livre qui est sur la table, le beefsteak que vous allez acheter à la boucherie, le paquet de cigarettes si vous fumez, toutes les marchandises, leur commerce est régi par la loi de l'offre et de la demande. Si pour une raison ou pour une autre, il y a moins de livres, moins de beefsteak et moins de cigarettes, si vous voulez en avoir quand même, il faudra les payer plus cher. On a vu, s'agissant des stupéfiants, que pendant le confinement, quand les dealers ne pouvaient pas sortir, quand les go-fast ne pouvaient pas arriver d'Espagne parce que les frontières étaient fermées, on a vu le prix de la drogue monter assez considérablement. On a vu dans d'autres pays, la France n'est pas seule au monde, par exemple, pendant les périodes de confinement, le kilo de cocaïne au Canada, au Québec, est passé de 35 000 $ canadiens à 80 000. Vous voyez donc que la montée est assez brutale. Toutes les marchandises, même illicites, hein, s'il y a moins de prostituées dans la rue, elles pourront demander plus cher à leurs clients, etc., etc. Donc, si jamais les opérations anti-stupéfiants, les opérations coup de poing de M. Darmanin fonctionnaient, le prix de la drogue dans la rue devrait monter mécaniquement. Il a monté l'année dernière pendant le confinement. Si jamais il y a quelque chose qui équivaut à un confinement, c'est-à-dire qu'on étouffe les points de deal et que la drogue est plus rare dans les rues, le prix doit monter. Le prix de la drogue ne monte pas, il baisse. Voilà, récemment, le prix de la cocaïne en gros, 1 kilo, vous voulez vous acheter 1 kilo de cocaïne, c'était aux environs de 32 000, 35 000 $ en gros le kilo, c'est descendu jusqu'à presque 25 000. Ça veut dire que les dealers, les narcos, se tapent de ce que fait M. Darmanin. Dans ses mesures coup de poing, il n'a même pas entamé, grignoté, gratouillé la surface, et ça continue joyeusement comme avant. Toujours et partout, quand une marchandise devient plus rare, elle devient plus chère. Si le travail de M. Darmanin avait contribué à rendre la drogue plus rare, elle serait plus chère. Elle ne l'est pas. Conclusion, M. Darmanin nous ment.